Arata est un loser solitaire coincé dans une vie ennuyeuse, jusqu'à ce qu'une catastrophe magique anéantisse sa ville natale et coûte la vie à son amour d'enfance. Mais lorsqu'une mage sexy débarque et l'entraîne dans une académie secrète de magie, il devient surpuissant et bat toutes les mages plantureuses de l'académie. Tout commence quand Arata se retrouve dans un vide où une fille lui tend la main. Alors qu'il attrape sa main, il se réveille pour se rendre compte qu'il est en réalité en train de saisir la poitrine de sa cousine Hijiri, ce qui la met très en colère. Pendant le petit déjeuner, Arata montre du doigt un tableau accroché au mur que Hijiri a peint pour lui il y a des années. Mais lorsqu'elle essaie de l'enlever, il lui révèle qu'il l'a déjà sauvegardé sur son téléphone. Alors qu'ils marchent tous les deux vers l'école, Arata remarque que, pour une raison inconnue, le soleil est noir. À ce moment-là, une fille passe à côté de lui et lui dit de reprendre ses esprits, sinon il va mourir, ce qui le choque profondément. Après les cours, Hijiri le trouve assis tout seul sur le toit et il lui demande pourquoi le soleil est noir. Hijiri, elle répond que le soleil a toujours été noir puisque ce monde est celui qu'il a souhaité, ce qui le déroute. Elle devient alors énigmatique et lui dit qu'il peut l'obtenir 5 fois par jour s'il choisit de rester avec elle, ce qui pousse Arata à remettre sa réalité en question. Il lui pose alors quelques questions pour s'assurer qu'elle est bien la vraie Hijiri et elle répond correctement à toutes. Il lui demande ensuite de quelle couleur est le soleil et lorsqu'elle répond noir, il sort la photo de son téléphone et lui demande pourquoi elle l'a dessiné en rouge si le soleil a toujours été noir. En entendant cela, Hijiri finit par sortir de son personnage et éclate de rire, admettant qu'elle a sous-estimé son intelligence, principalement parce qu'il ressemble à une patate. À ce moment-là, une fille vue plus tôt tire une balle magique sur Hijiri, mais celle-ci la bloque facilement. Arata la reconnaît comme la fille plantureuse d'avant, alors elle se présente sous le nom de Lilith. Quand Arata lui demande pourquoi elle est habillée comme une cosplayeuse sexy, elle révèle qu'il s'agit de sa tenue de combat de mage. Lilith claque alors des doigts comme Thanos et brise l'illusion, et le monde se transforme en un décor post-apocalyptique digne d'Alice in Borderlands. Lilith révèle qu'un séisme gravitationnel à grande échelle a été détecté dans cette zone il y a 3 jours et qu'il a fini par engloutir toute la ville, comme ta mère à la fête du Nouvel An. Arata commence à avoir des maux de tête et se remémore comment tout s'est déroulé. Après que les gens aient été engloutis par le soleil noir, Hijiri a donné à Arata un grimoire et lui a demandé d'exaucer son vœu, ce qui l'a beaucoup déconcerté. Cependant, Hijiri s'est contenté de lui dire de se réveiller à l'heure et de bien manger avant de l'embrasser, les larmes aux yeux. Elle a ensuite disparu sous ses yeux et Arata s'est retrouvé flottant dans le vide avec le grimoire. Pris de panique, Arata a demandé au grimoire de le ramener à sa vie normale, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans ce monde qu'il avait lui-même créé. Hijiri dit qu'elle l'a fait comme il l'avait souhaité, et Lilith ajoute qu'elle aussi avait été surprise au début en voyant la ville en parfait état. Elle révèle alors que des anomalies comme celle-ci peuvent détruire le monde entier et ordonne à Arata de souhaiter son anéantissement. Elle lui promet d'effacer tous ses souvenirs de cet événement et de le laisser vivre en paix. Mais Arata refuse d'oublier la seule femme qui voulait le laisser la prendre par derrière. Le grimoire révèle alors que Hijiri est toujours en vie quelque part, et qu'elle n'est qu'une projection de son état. Après avoir appris la vérité, Arata décide de ne pas se rendre ni de mourir, mais plutôt de devenir un mage en utilisant son grimoire. Quelque temps plus tard, il arrive à l'entrée de la Royal Biblia Academy où Lilith l'accueille. Arata apprend également que Lilith est en réalité une enseignante malgré le fait qu'elle ait le même âge que lui, et peu après, elle le présente à la classe en tant qu'élève transféré. Une élève curieuse nommée Selina lui demande quel est son type, et il répond « Là où il y a un trou, il y a un chemin ». Lorsqu'elle lui demande s'il peut utiliser la magie de reconstruction du monde, un pouvoir réservé au roi démon, il le confirme sans le savoir, ce qui enthousiasme toute la classe. Plus tard, Selina répand la nouvelle de la magie de roi démon d'Arata à travers l'académie, et dans le bureau du directeur, Maître Biblia trouve la situation amusante malgré les inquiétudes de Lilith. Le directeur accueille Arata officiellement et explique que Biblia est une organisation secrète qui enseigne la magie et envoie des mages en mission. Lorsque Arata demande comment il peut sauver Hijiri, Biblia lui suggère de rassembler les Trinity Seven, 7 mages d'élite féminine dont Lilith fait partie. Après la réunion, Lilith conseille à Arata de ne pas prendre trop au sérieux les paroles du directeur. Mais bientôt Levi, une ninja et autres membres des Trinity Seven, apparaît du plafond. Arata rencontre alors 2 autres membres, Mira et Akio, et apprend que la plupart des mages sont des femmes, car la magie puise dans les émotions que les filles expriment généralement plus facilement. Ce soir-là, Arata découvre que le grimoire s'est transformé en collier et elle lui suggère de prendre un bain parce qu'il sent le lait caillé. Lorsqu'il entre dans les bains, il tombe sur une fille qui ressemble beaucoup à Hijiri. Cependant, son visage est inexpressif, contrairement à celui d'Hijiri, ce qui effraie Arata.
Troublé, Arata s'enfuit rapidement et tombe sur Lilith, qui lui explique ensuite que la fille est probablement Arin, une autre membre des Trinity Seven. Elle réprimande alors Arin pour avoir utilisé les bains des hommes, mais Arin reste impassible. Arata se demande quel lien unit Arin à Ijiri et quel avenir il aura avec les Trinity Seven, mais Lilith lui rappelle furieusement qu'il n'a même pas de pantalon. Le lendemain, Arin s'assoit à côté d'Arata en classe, et même à l'heure du déjeuner, elle le suit jusqu'aux toilettes. Mais lorsqu'il lui demande pourquoi, elle répond que c'est parce qu'elle veut épouser le candidat au titre de roi démon. Après avoir lâché cette bombe, elle s'en va et Arata reste heureux toute la journée en pensant qu'il aura une jolie fille à son bras. Plus tard, Arata trouve Lilith, Selina et Levi dans sa chambre, et tandis que les deux autres sont là pour poser des questions, Lilith est là pour s'assurer qu'il reste vierge. Après quelques échanges, il dit qu'il a des questions à poser à Lilith, et les filles commencent aussitôt à les expédier ensemble, ce qui agace fortement Lilith. Il demande alors ce qu'est ce grimoire, et elle lui révèle qu'il s'agit du Codex Astil, qui contient le savoir d'un autre monde. Il veut en savoir plus puisque ce grimoire est sa seule chance de coucher avec quelqu'un, mais Lilith lui dit que personne n'en sait vraiment beaucoup à son sujet. Elle lui révèle ensuite qu'il doit choisir un thème pour sa magie, et que tous les thèmes se trouvent dans les archives des 7 péchés capitaux. À ce moment-là, l'académie subit une coupure de courant, et Arata ne perd pas de temps pour mettre la main sur quelques melons bien juteux. Après avoir reçu la marque de la main de Lilith sur la joue, il apprend qu'on les a en fait piégés dans un petit monde déconnecté de la réalité, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas simplement sortir par la fenêtre. Même si elle connaît la sortie, Astil décide de laisser le groupe trouver la sortie par eux-mêmes pendant qu'elle fait une sieste. À cause de cela, Arata essaie de casser la porte avec une chaise, mais cela n'a aucun effet. Ensuite, le groupe discute du mobile du coupable et suppose que quelqu'un veut tester la force d'Arata. Et même si Arata a déjà une idée de qui est derrière tout ça, il décide de jouer le jeu. Le groupe fouille la pièce pendant un moment, mais ne trouve aucun indice sur la façon de s'échapper, et Selina souligne le problème plus important de l'absence de toilettes à proximité. Même s'ils minimisent leur inquiétude, la situation devient sérieuse lorsque les 3 filles ressentent toutes le besoin d'aller aux toilettes. N'ayant pas de meilleure option, Arata, Levi et Selina élaborent un plan pour tromper le grimoire endormi. Ils trompent Astil en lui faisant croire qu'ils ont déjà trouvé la solution, ce qui la pousse à révéler accidentellement que la source de la magie est cachée sous le lit. Après qu'Arata ait détruit la source magique, la barrière disparaît et les filles se précipitent immédiatement aux toilettes, laissant Astil penser qu'il n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air. C'est alors qu'Arin arrive, et lorsqu'Arata lui demande si c'était elle la responsable de tout cela, elle admet ses actes. Malgré ses actes, Arata dit qu'il n'est pas contrarié parce qu'il a pu voir les filles essayer désespérément de se retenir. Mais il reste sans voix lorsque Arin propose d'en faire autant. Astil fait alors remarquer qu'Arata devient instable en présence d'Arin parce qu'elle ressemble tellement à Ijiri. Arata demande alors pourquoi elle a scellé sa chambre, et Arin explique que c'est parce qu'il est le candidat Seigneur Démon. Alors que Biblia saute par la fenêtre pour se joindre à la conversation, les deux décident de l'ignorer et de continuer ailleurs. Plus tard, Arin explique que mettre le candidat Seigneur Démon sous pression pourrait déclencher un autre phénomène de rupture. C'est pourquoi le directeur lui a demandé de les enfermer dans une pièce. Voulant en expliquer davantage, Arin se transforme en mode baddies et retire les sceaux d'Astil sur la magie d'Arata, ce qui fait déchaîner sa puissance et déclenche un véritable phénomène de rupture, bien qu'Arin soit surprise par la force que cela atteint. Ailleurs, Selina et Levi remarquent que l'académie commence à s'effondrer. À l'extérieur de l'académie, Maître Biblia rit du chaos, mais il sait qu'il ne peut pas permettre que l'école soit détruite. De retour à l'intérieur, alors que la magie d'Arata devient incontrôlable, Lilith tente de lui loger une balle dans la tête, mais Arin l'empêche d'intervenir. Heureusement, Mira, la chef de la sécurité, et Akio, sa seconde, arrivent après avoir terminé leur mission. Et Mira utilise la magie de l'archive Superbia pour neutraliser le phénomène tout en paralysant Arin et Lilith. Cela donne à Akio l'occasion d'intervenir et d'asséner un coup puissant, s'excusant auprès d'Arata avant de le mettre hors d'état de nuire. La chose suivante dont il se souvient, c'est qu'Arata travaille désormais comme chef sur une plage, en guise de punition parce que lui et Arin ont complètement détruit l'académie. Arata se demande pourquoi leur punition se déroule à la plage, et Lilith explique que le voyage avait déjà été prévu à l'avance. Alors le directeur a décidé de profiter de l'occasion pour envoyer les élèves en vacances pendant qu'il répare l'académie. Arata est surpris par la puissance que doit avoir le directeur, mais Selina et Levi arrivent bientôt et révèlent que le directeur est en réalité l'un des 5 mages les plus puissants du monde entier, ce qui impressionne encore plus Arata car ce type est en fait un clown. Selina demande alors quelle taille de melon il préfère, et lorsqu'il répond « toutes », elle enlève le manteau de Lilith pour révéler une physique de haut niveau, ce qui amuse beaucoup Arata. Il laisse également entendre qu'elle essaie de récupérer quelque chose d'Arata, alors quand il tente de la draguer, elle sort un pistolet pour le tenir à distance. Dans un flashback, Mira a ordonné à Akio d'éliminer Arata pendant que Lilith et Arin étaient retenus. Akio a obéi, et il semblait vraiment qu'Arata était mort. Cependant, une fois la poussière retombée, les filles se sont rendues compte que même si la magie d'Arata avait disparu, le phénomène de désintégration continuait de s'intensifier, ce qui signifiait qu'Arata avait d'une manière ou d'une autre survécu.
Pendant ce temps, Arata s'est réveillé pour se retrouver dans un monde puissant, rempli de sons magnifiques, et en explorant, il est tombé sur une porte mystérieuse qui l'a mené à une jeune fille bien pourvue, jouant du violon, qui s'est présentée sous le nom de Yui. Yui expliqua qu'elle l'avait transporté dans son propre monde juste avant que l'attaque d'Akio ne puisse le tuer, et ensemble, ils observèrent le monde réel où les élèves commençaient à disparaître à un rythme alarmant. Yui révéla alors la vérité à Arata, lui expliquant qu'il était lui-même la cause du phénomène de désintégration. De retour dans la réalité, Levi et Selina regardaient impuissantes alors que les élèves les plus faibles continuaient de se désintégrer autour d'elles. Alors que les filles formaient désespérément une barrière pour se protéger, elles reconnurent que la situation empirait de plus en plus et qu'elle ne tiendrait peut-être pas très longtemps. Arata avoua à Yui qu'il n'avait aucune idée de la façon d'arrêter le phénomène de désintégration, mais malgré cela, il refusa d'abandonner car il ne pouvait pas permettre à d'autres personnes de disparaître à cause de lui. Voyant sa détermination, Yui expliqua qu'il pouvait contrôler le phénomène en découvrant son théma dans l'une des archives des 7 péchés capitaux, qu'elle énuméra comme Superbia, Invidia, Ira, Sitya, Avaritia, Gula et Luxuria. En réfléchissant attentivement, Arata se souvint que le théma de Mira était Justicia de l'archive Superbia, et il commença lentement à percevoir un indice sur son propre théma. Après avoir remercié Yui pour son aide, Arata lui fit ses adieux alors qu'elle le renvoyait dans le monde réel, où la barrière protectrice des filles commençait déjà à se fissurer sous la force écrasante. Alors que tout semblait perdu, Arata apparut devant elle et annonça qu'il allait tenter de contrôler lui-même le phénomène de désintégration. Cependant, Mira insistait toujours pour l'éliminer s'il échouait. Mais Akio la convainquit de donner une chance à Arata, promettant que si celui-ci n'y arrivait pas, elle s'en chargerait personnellement. Acceptant leurs conditions, Arata fit appel à l'Astyle Codex et révéla que son théma était la règle de l'archive Superbia, ce qui déclencha sa transformation en mode Magus. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Arata détruisit avec succès le phénomène de désintégration. Mais dans le processus, il dépouilla accidentellement tout le monde de leur armure scénaristique, exposant ainsi tout le musée. Mira, cependant, réussit à refléter la magie avec aisance et repartit la tête haute, sa dignité intacte. Plus tard, après qu'Arata ait fini de raconter ces événements insensés, Selina devient extrêmement intéressée par sa nouvelle technique spéciale, mais Lilith le réprimande pour s'être vantée. Avant que la dispute ne s'envenime, Levi s'approche discrètement derrière Lilith et lui pince les ballons, ce qui la pousse à sortir l'artillerie lourde en guise de représailles. Ensuite, Selina et Arata s'éclipsent vers un coin tranquille de la plage où Arata lui propose de lui montrer son Willy Wonka. Selina s'intéresse davantage à son mode Magus, et une fois qu'il se transforme, elle le met à l'épreuve en utilisant son art pour le ligoter fermement. Cependant, Arata utilise facilement sa magie pour se libérer, mais ce faisant, il détruit accidentellement ses porte-gobelets, ce qui la met très mal à l'aise. Cette nuit-là, Selina et Levi entendent de forts bruits gais provenant de la chambre de Lilith, et supposent qu'Arata est en train de lui déboucher les tuyaux. Avant qu'elles ne puissent enquêter davantage, Lilith les surprend et leur inflige une punition sévère. Plus tard, le groupe se réunit dans le hall et pour célébrer l'ascension d'Arata au rang de mage, ils décident d'aller ensemble au bain. En marchant, Lilith se confie aux autres filles au sujet du passé d'Arata avec Hijiri, et en repensant aux paroles du directeur, Arata commence à réfléchir aux membres de la Trinity Seven qu'il a rencontrés jusqu'à présent. Selina explique que l'une des 2 membres restantes est Yui, qu'il a déjà croisé, mais que la dernière membre a disparu avant même qu'il ne s'inscrive à l'académie, ce qui rend Selina visiblement déçue. Puisqu'il n'est peut-être pas possible de rencontrer tout le monde pour l'instant, Levi suggère qu'Arata se concentre sur celle qu'il connaît déjà, et il accepte joyeusement. Dans le bain, Arata est déçu de voir les filles en maillot de bain, et tandis que Mira et Akio partent rapidement, les autres restent pour poursuivre leur conversation. Lorsque Selina fait remarquer qu'il doit apprendre à diriger son anti-magie au lieu de simplement la laisser s'échapper partout, Arata demande à Lilith de lui prêter son arme pour s'entraîner, mais elle refuse parce que l'arme est créée à partir de sa propre magie. Curieux, Arata se demande s'il pourrait quand même l'utiliser d'une manière ou d'une autre, mais Lilith explique que, puisque leurs archives à Fama sont différentes, cela ne fonctionnerait normalement pas. Pourtant, le groupe émet l'hypothèse que son rôle de candidat au titre de seigneur démon pourrait lui permettre de copier la magie d'autres mages. Mais Lilith reste réticente, comme s'il lui demandait de voir son chaton. Elle continue de le repousser jusqu'à ce qu'Arata mentionne sa détermination à sauver Hijiri. Touchée par sa détermination, Lilith finit par céder et lui fait une démonstration de sa magie extérieure alchimique, montrant comment elle fonctionne avant qu'Arata ne demande rapidement à Astyle de la recréer. Sans aucune difficulté, Astyle réécrit la magie de Lilith sous une forme qu'Arata peut utiliser, créant un pistolet dans ses mains, ce qui choque tout le monde. En réalisant qu'Arata peut vraiment copier la magie des autres mages, il devient soudainement le plus grand charmeur parmi les Trinity Seven. Alors que l'académie continue d'être réparée, Arata et Lilith marchent ensemble vers leur salle de classe, Arata étant toujours stupéfait de pouvoir copier la magie des autres mages.
Il pense être le personnage principal, mais Lilith lui rappelle qu'il n'a copié que les bases et qu'il n'est encore qu'un simple débutant. Lorsqu'ils entrent dans la salle de classe, ils sont surpris de voir que tous les élèves se sont endormis. Et quand Arata essaie de réveiller Selina sans succès, il plaisante en suggérant que les élèves boycottent le cours de Lilith, ce qui la choque encore plus. Soudain, Levi apparaît et explique qu'autre chose est à l'origine de cette situation fortement gay. Dans le bureau du directeur, Maître Biblia réunit Arata et les Trinity Seven pour leur annoncer qu'un phénomène de rupture s'est propagé dans l'académie, plongeant les élèves dans le sommeil, à l'exception de ceux qui possèdent une forte résistance magique. Biblia décide également, avec Arata, d'utiliser leurs baguettes sur les belles endormies à titre d'expérience, ce qui pousse Lilith à les punir immédiatement tous les deux. Fatiguée de leurs bêtises, Mira choisit de partir avec Akio pour détruire le phénomène de rupture, rejetant sans détour la suggestion du maître Biblia de coopérer avec les autres, préférant s'en occuper à leur manière. Par la suite, les membres restants continuent de discuter de la situation avec le directeur, qui révèle en outre qu'une puissante magie s'échappe des sous-sols de l'académie. Cela amène rapidement les filles à comprendre que Yui en est la cause, et Arata commente que Yui est la maman la plus plantureuse qu'il ait vue après Lilith. Le directeur explique alors que Yui a perdu le contrôle de sa magie alors qu'elle était scellée dans le donjon sous l'école où elle vit habituellement. L'équipe se dirige vers le labyrinthe étrange sous l'académie où Arata regarde autour de lui avec nervosité et commente que le décor onirique et fortement gai est surprenant. La Trinity Seven explique que le labyrinthe était autrefois normal, mais que l'éveil de Yui a déformé tout l'espace, car sa magie de niveau cardinal est extrêmement puissante, la rendant seconde seulement après le directeur lui-même. Ils ajoutent que si rien n'est fait, la magie de Yui pourrait plonger le monde entier dans un sommeil sans fin, et Arata réalise qu'il est en partie responsable puisque ses pouvoirs de roi démon ont dû déclencher la perte de contrôle de Yui. Alors que Lilith le rassure en disant qu'ils peuvent encore la sauver, Levi fait remarquer qu'ils doivent se dépêcher avant que Mira et Akio n'atteignent Yui et ne l'effacent dans le cadre de leur devoir de sécurité des grimoires. Levi recommande également au groupe d'activer leur mode Magus, car le labyrinthe ne fera que devenir plus dangereux à partir de maintenant. En s'enfonçant plus profondément dans le labyrinthe, le groupe tombe soudain sur une foule d'ombres démoniaques nées du phénomène de dégradation, et Arata essaie de créer une arme à feu par magie, mais ni lui ni le manuscrit d'Astil ne se souviennent du procédé. Alors qu'Erin érige rapidement une barrière pour les défendre, Arata invoque accidentellement un pistolet jouet et tente de tirer sur les démons, mais il ne fait que s'attirer encore plus la honte. Frustré et paniqué, il jette le pistolet jouet au sol, ce qui perturbe les modes Magus de Lilith et Erin et brise même la barrière d'Erin, les laissant tous sans aucune protection scénaristique, alors que les ombres démoniaques se rapprochent dangereusement. Arata se reproche ce chaos, mais Levi intervient et les élimine tous en un instant, affichant ainsi sa force écrasante. Alors qu'ils poursuivent leur chemin, le groupe discute tranquillement de la réputation de Levi en tant que l'une des 5 mages les plus puissantes du monde et évoque son amitié profonde avec Yui. Plus tard, alors qu'il traverse un couloir sombre et inquiétant, Lilith sent soudain que quelqu'un lui pince les melons et en accuse Arata. Cependant, Arata n'est nulle part près d'elle et il sent aussi quelque chose chatouiller sa noix. Lorsqu'Erin lance un sort de lumière pour révéler les coupables, ils aperçoivent de petits démons d'ombre qui se dissolvent sous la lumière. Arata demande immédiatement à Astil d'essayer de copier le sort, mais Astil explique que copier des sorts nécessite de remplir des conditions spéciales et que le processus n'est pas encore terminé. Alors que le groupe discute de la façon dont il a pu copier la magie de Lilith, Arata pense que cela a un rapport avec les melons, mais il a déjà vu les ruses d'Erin, donc ce n'est certainement pas ça. Erin lance alors un enchantement de protection sur Arata, et lorsqu'il la remercie, cela fait apparaître un rare sourire sur le visage habituellement stoïque d'Erin. Alors qu'il s'enfonce dans les niveaux les plus profonds du labyrinthe, les filles commencent à expliquer à Arata les bases des grimoires et de l'incantation de sorts, sachant que sa magie est cruciale pour sauver Yui. Finalement, ils atteignent la zone finale où ils sont soudainement bloqués par Mira et Akio qui sont déjà arrivés avant eux. Arata demande comment elles ont pu arriver ici avant eux, et Akio révèle qu'elle a brisé le sol puis tous les murs sur son passage. Mira et Akio sont déterminés à effacer Yui, mais Arata les supplie désespérément de lui laisser la vie sauve. Lorsque Mira menace de l'effacer à la place, Levi intervient et propose de retenir la sécurité des grimoires pendant qu'Arata et les autres avancent. Alors qu'Akio et Levi se préparent à se battre, elle lance le vent divin ascendant, ce qui permet à Arata d'apercevoir accidentellement l'armure scénaristique de Mira, ornée d'un lapin. Cela la fait rougir violemment, et elle s'efforce de toutes ses forces de garder son calme, permettant ainsi à Arata, Erin et Lilith d'avancer. En arrivant dans la chambre de Yui, ils sont choqués de voir un épais nuage de sombre miasme s'échapper d'une immense créature semblable à un dragon qui garde Yui, dont l'apparence a radicalement changé depuis la dernière fois qu'Arata l'a vu. Arata se demande s'il s'agit vraiment de Yui, mais Erin explique qu'il voit la version onirique de Yui se manifester dans la réalité.
Avant que quiconque puisse réagir, le dragon rugit et attaque, et la pression magique fait s'effondrer Arata alors que des ailes jaillissent à nouveau de son dos, révélant son lien avec la bête. Le dragon attaque alors Arata, et bien qu'Erin saute courageusement en avant pour bloquer le coup, elle n'arrive pas à maintenir son bouclier. Lilith essaie de tirer dessus avec son fusil, mais même cela ne perturbe pas le dragon. Alors que la situation semble désespérée, Mira et Akio réapparaissent, et pendant un instant, tout le monde craint que Levi ait été vaincu. Mais Levi arrive tranquillement, indemne, expliquant qu'elle a conclu une trêve temporaire avec la sécurité du grimoire pour faire face à cette menace colossale. Akio explique alors que le monstre en question est un dragon fantasmal, et qu'il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas s'en sortir seul. Tandis que les Trinity Seven répriment les attaques violentes du dragon, Levi apprend à Arata comment stabiliser sa magie à travers un monologue de PNJ. Lorsqu'elle s'éloigne temporairement pour combattre le dragon, Lilith lui explique également comment utiliser sa magie, l'alchimie extérieure. Elle et le manuscrit d'Astil préviennent tous deux qu'une mauvaise utilisation pourrait le transformer en quelque chose d'encore plus puissant et monstrueux que le dragon lui-même. Bien que la peur le saisisse brièvement, Arata se souvient de sa promesse de sauver Yui et rassemble son courage après une morsure espiègle de Levi, décidant d'aller de l'avant quoi qu'il en coûte. Grâce à leurs conseils, Arata parvient enfin à invoquer parfaitement un pistolet magique et, d'un tir puissant, il anéantit complètement le dragon fantasmal. Lorsque la bataille prend fin, Yui se réveille lentement des décombres magiques du dragon et, en apercevant Arata, elle rayonne de bonheur et se précipite dans ses bras sans hésiter, s'accrochant à lui avec affection, tandis que Lilith bouillonne de jalousie. Pendant ce temps, Levi observe avec un vif intérêt le potentiel grandissant d'Arata, sentant que ses capacités évoluent rapidement et se demandant jusqu'où il pourra grimper dans le monde de la magie. Lorsque Arata se réveille, il trouve Yui et Erin endormis à ses côtés, sans leur armure scénaristique. Alors qu'il ne sait pas quoi faire ensuite, Lilith arrive pour le chercher, mais reste figée de stupeur devant la scène jusqu'à ce qu'Arata l'invite nonchalamment à les rejoindre, ce qui ne fait que la rendre encore plus embarrassée. Plus tard, pendant le cours de sport, Arata éjacule dans son pantalon après avoir regardé les filles en tenue de sport. À ce moment-là, Yui et Erin se blottissent contre lui et ils s'assoient tous ensemble pour admirer la physique de rebond de Lilith en action. Mira et Akio s'approchent alors du groupe, et Mira avertit Yui que même si l'incident précédent est terminé, la sécurité du grimoire continuera de surveiller Yui et Arata. Alors que tout le monde discute, Selina arrive toute excitée et plaisante en disant que les filles de la Trinity Seven se battent maintenant pour savoir qui pourra monter dans le monster truck d'Arata, mais Lilith le nie aussitôt. Sortie de nulle part, Levi saute pour défier à nouveau Akio pour une revanche, surprenant Lilith, et alors qu'elles commencent toutes les deux à utiliser la magie, Erin rejoint aussi le combat. Erin reproche à Lilith tout ce désordre, affirmant qu'Arata les aurait choisis si ce n'était pas à cause de ses melons de la taille d'une météorite. Ne voulant pas être laissé de côté, Yui se transforme en mode Magus, dévoilant pour la première fois sa magie Arc Symphonie, et Selina devient toute excitée en voyant cela se produire juste devant elle. Avant qu'Arata ne s'en rende compte, il se retrouve transporté dans la chambre de Yui, où une version onirique de Yui l'accueille chaleureusement. Elle révèle qu'elle a endormi tout le monde, mais que Mira est encore éveillée parce qu'elle a utilisé son Gehenna-scope pour refléter la magie de Yui avant de partir. Après son départ, Yui essaie d'embrasser Arata, mais il l'arrête maladroitement et lui dit qu'il devrait d'abord mieux se connaître avant qu'il n'explore sa caverne aux merveilles. Ils finissent par parler de son thème, qui est l'amitié pour Yui, et elle avoue qu'elle n'a jamais été proche de qui que ce soit. Elle ajoute aussi que s'il n'avait pas éliminé le dragon, elle serait restée endormie pour toujours. En entendant cela, Arata lui propose qu'ils deviennent amis, ce qui la rend vraiment heureuse. Elle lui dit alors qu'il peut la prendre par derrière quand il veut. Et alors qu'il cède à la tentation, la somnambule de Lilith le ramène à la raison. Avant qu'il ne quitte le monde des rêves, Yui lui dépose un rapide baiser sur la joue et le remercie encore de l'avoir sauvé. Pendant ce temps, dans le monde réel, Yui et Arata dorment encore profondément, tandis que les autres discutent du fait qu'Arata a maintenant rencontré 6 des Trinity Seven, mais que le dernier membre manque toujours à l'appel. Malgré tout, Selina garde espoir qu'Arata puisse s'en sortir, surtout puisqu'il a réussi à sauver Yui. Ce soir-là, Mira prend une douche lorsque Akio s'approche discrètement et la surprend. Plus tard, les deux se détendent ensemble dans le bain, et Akio remarque que Mira a du mal avec quelque chose. Elle lui demande de s'ouvrir, et ils ont une conversation sérieuse au sujet du récent phénomène de rupture et du candidat au titre de roi démon. Ils sont tous les deux d'accord pour dire que la sécurité du grimoire doit continuer à travailler dur pour éliminer les impuretés. Par une nuit d'orage, une mystérieuse jeune fille qui ressemble beaucoup à Selina est aperçue marchant calmement dans les couloirs de l'académie alors que les fenêtres explosent tout autour d'elle. Le lendemain matin, les élèves se rassemblent pour observer les dégâts laissés par la tempête. Arata arrive et Lilith explique que quelqu'un a dû s'introduire dans l'académie pendant la nuit. La sécurité du grimoire soupçonne immédiatement Arata, car des traces du phénomène de rupture ont été trouvées. Et même s'il clame son innocence, les seuls suspects sont lui et Yui. À ce moment-là, Yui apparaît et grimpe sur le dos d'Arata.
Alors, lorsque Lilith lui demande de garder ses distances, elle l'embrasse sur la joue pour la rendre jalouse. Elle nie ensuite toute implication, expliquant que si c'était sa magie, tout le monde serait simplement endormi. Mira est d'accord pour dire que ni Arata ni Yui ne sont responsables, mais elle précise que la magie utilisée lui semble très familière, comme ce qui s'est passé dans la bibliothèque auparavant. Arata et Yui vont demander à Harin ce qui s'est passé lors de l'incident de la bibliothèque, puisque Yui dormait à ce moment-là. Levi intervient avec une vieille histoire à propos d'un fantôme que les gens voyaient après une tempête. Il y a longtemps, deux sœurs jumelles étudiaient tard à la bibliothèque lorsqu'une tempête a éclaté. Les fenêtres ont volé en éclats et une montagne de livres est tombée. Mais plus important encore, la sœur aînée a disparu. Depuis ce jour, les jours de pluie, les gens aperçoivent parfois son fantôme, ce qui effraie beaucoup Yui. Malgré tout, Arata décide qu'il devrait enquêter pour découvrir la vérité. À la bibliothèque, il retrouve Mira et Lilith, et Arata explique qu'il veut enquêter sur l'histoire du fantôme, car cela pourrait être lié à un autre phénomène de rupture. Mira n'est pas très enthousiaste au début, mais accepte lorsque Arata lui rappelle qu'il est plutôt doué pour mettre fin à un phénomène de rupture. Alors qu'Akio fait la sieste à proximité, Arata remarque que Selina agit de façon énergique et va lui parler. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer quoi que ce soit, l'atmosphère change soudainement et les engloutit tous. Le groupe se retrouve téléporté dans un endroit plus puissant, et Mira révèle qu'il s'agit de la bibliothèque éternelle. Alors que les autres se préparent à ce qui les attend, Selina demande gentiment à Arata de retirer ses mains de ses intrigues, et Yui se fâche car elle aimerait être à la place de Selina. Alors qu'Arata essaie de comprendre ce qui se passe, Selina le pousse pour le mettre hors de portée d'une attaque imminente, et ils voient tous une fille qui ressemble exactement à Selina si elle était un 10 sur 10 sur l'échelle de la poitrine. Les filles la reconnaissent rapidement, c'est Liselotte, la sœur jumelle disparue de Selina. Liselotte les salue gentiment, mais tente aussitôt de leur voler leur magie. Heureusement, Levi et Akio interviennent pour l'arrêter, mais il est clair qu'elle est devenue une mage maléfique. Les filles expliquent à Arata que Liselotte était autrefois la seconde de la sécurité du grimoire et faisait partie des Trinity Seven détenant le théma de l'Assedia. Elle avait disparu il y a des années après avoir tenté une expérience interdite dans la bibliothèque éternelle, et il semble maintenant qu'elle soit de retour, plus dangereuse que jamais. Liselotte dit qu'elle ne regrette pas ce qu'elle a fait, car toutes ses actions étaient pour sa recherche, et que la véritable raison pour laquelle elle a rejoint la sécurité du grimoire à l'origine était d'étudier les phénomènes de décomposition. Liselotte tente une nouvelle fois de voler la magie d'Arata, mais Selina parvient à anticiper son geste et aide Arata à l'esquiver. Selina explique fièrement que, puisqu'elle pratique aussi l'art du logos, elle peut calculer le prochain mouvement de Liselotte, ce qui semble rendre sa grande sœur vraiment heureuse. Alors que le reste du groupe se prépare à combattre, Liselotte s'assoit calmement et tente de convaincre Arata de la rejoindre en avançant deux très bons arguments. Elle commence à parler à Arata de la nature de la magie taboue, puis, en un clin d'œil, apparaît derrière Selina, la mort, et lui vole complètement sa magie. Selina perd connaissance tandis que Liselotte devient encore plus puissante, révélant avec un sourire tordu qu'elle est désormais elle aussi une candidate au titre de seigneur démon. Alors que les autres essaient de comprendre ce qui vient de se passer, Arata s'inquiète rapidement pour Selina, qui porte désormais un sceau de seigneur démon sur le cou, là où Liselotte l'a mordu. Liselotte, cependant, défend ses actes en affirmant que tout mage rêve naturellement de devenir un jour un seigneur démon. Mais Lilith rétorque que le pouvoir devrait se mériter par le travail acharné et non en volant celui des autres. Liselotte balaie les paroles de Lilith, affirmant que les raccourcis sont simplement plus rapides et se compare même à Arata, qui, tout en admettant qu'il aime les raccourcis, précise qu'il ne pourrait jamais accepter de voler la magie de ses amis. Désespéré d'obtenir un peu d'attention, il s'avance pour la défier. Et même si le manuscrit d'Astil prévient Arata que Liselotte est désormais plus puissante, il choisit tout de même de se battre et passe sans hésiter en mode Magus. Malheureusement, Liselotte a déjà acquis beaucoup de connaissances sur la magie d'Arata après avoir volé les capacités de Selina, donc elle est prête à l'affronter. Et remarquant que leur magie est très similaire, elle propose à Arata de la rejoindre au lieu de se battre. Pour rendre son offre encore plus tentante, Liselotte laisse entendre qu'elle pourrait l'aider à sauver sa cousine, Ijiri, ce qui prend complètement Arata au dépourvu alors qu'il essaie de comprendre comment elle est au courant pour Ijiri. Alors qu'Arata reste figé, Liselotte réduit soudainement la distance et lui demande de rejoindre son camp. Quand Akio et Levi se précipitent pour l'arrêter, Liselotte les repousse facilement et commence à lui parler en français. Après le baiser, Arata commence à s'affaiblir tandis que Liselotte passe en mode survolté, après avoir absorbé ses pouvoirs de Gigashad. Avec sa force désormais encore plus grande, elle décide de la tester en lançant un sort anti-magie qui prive les Trinity Seven de leur armure scénaristique, bien que Mira et Levi parviennent d'une manière ou d'une autre à y résister. Levi lance immédiatement une attaque contre Liselotte, et tandis que Mira reste en retrait pour analyser sa magie, Liselotte est plus qu'heureuse de relever le défi. La super vitesse de Levi la prend presque au dépourvu, mais elle reprend aussitôt le dessus en esquivant facilement ses attaques et en parvenant à riposter avec ses propres coups.
Même si Lévi se défend avec acharnement, Liselotte immobilise son bras blessé avec de la magie, mais Lévi s'échappe habilement avant que cela ne devienne fatal. Toutes deux discutent brièvement des chances de victoire de Lévi, tandis que Mira travaille discrètement en arrière-plan pour terminer son analyse magique. Une fois que Mira a terminé, elle lance une puissante décharge magique directement sur Liselotte. Mais à la déception générale, cela n'a absolument aucun effet, montrant à quel point Liselotte est devenue puissante après avoir volé la magie d'Arata. Pendant ce temps, le reste du groupe observe le combat et Arata souffre tellement que même la présence de 2 paires de courbes alléchantes à ses côtés ne l'aide pas. Ils espèrent qu'Arata restera en sécurité grâce à la protection d'Astil, même s'ils réalisent que la vie de Célina est toujours en danger puisqu'elle a perdu toute sa magie. Même si Arata sait que Liselotte est bien plus forte maintenant, il refuse de rester là sans rien faire. Mais lorsqu'elle lui rappelle sa proposition concernant Ijiri, cela le fait hésiter un instant. À ce moment-là, la magie de Liselotte commence à devenir instable et Mira ainsi que Lévi le remarquent immédiatement. Arata décide que sauver Célina est plus important que de saisir l'opportunité de sauver Ijiri, alors il rejette fermement la proposition de Liselotte. Cependant, Liselotte refuse de les laisser partir paisiblement et se prépare à attaquer de nouveau, mais Lévi s'avance pour combattre à nouveau. Bien que Liselotte soit confiante dans la rapidité de sa téléportation, elle est stupéfaite lorsque Lévi, faisant preuve de vivacité d'esprit, parvient à détruire les ailes de Liselotte, qui en réalité la ralentissaient car elle ne maîtrisait pas encore totalement sa nouvelle magie. Se rendant compte qu'elle est désormais en position de faiblesse, Liselotte décide de battre en retraite, les avertissant qu'elle reviendra une fois qu'elle aura complètement maîtrisé ses pouvoirs. Une fois Liselotte partie, le groupe est transporté de nouveau à la bibliothèque de l'académie, mais tout le monde sait que le danger n'est pas encore écarté, car Liselotte sera encore plus puissante la prochaine fois qu'ils l'affronteront. Bien que Mira soit réticente, elle finit par admettre qu'Arata a besoin d'un véritable entraînement et annonce que Grimoire Security va l'aider à se préparer pour le prochain combat, à la grande surprise d'Arata. À l'extérieur de l'académie, Mira explique à Arata que sa force est cruciale s'ils veulent battre Liselotte, donc elle et Akio vont personnellement l'entraîner à apprendre la magie Mantra Enchant, même si Arata est un peu confus et nerveux car il ne comprend pas vraiment comment fonctionne le processus. Akio ne perd pas de temps et commence immédiatement la séance d'entraînement. De retour à l'infirmerie, Lilith s'occupe de Célina, qui se repose pendant que Yui l'aide à stabiliser sa magie avec de la musique. En discutant, les filles sont surprises qu'ils reçoivent un entraînement de la part de Mira et Akio, et se demandent si Arata sera vraiment prêt avant que Liselotte ne passe à l'action. Leur conversation est interrompue lorsque Lévi entre en titubant et les avertit qu'ils n'ont peut-être plus beaucoup de temps, car Liselotte pourrait revenir à tout moment. Pendant ce temps, lors de la séance d'entraînement, Arata continue d'avoir du mal à savoir quoi faire, et lorsqu'Akio lance une nouvelle attaque, Arata tombe accidentellement en avant et finit par attraper les poitrines de Mira. Il plaisante en disant qu'elle a de petites tasses et continue de jouer avec jusqu'à ce que Mira lui donne une bonne raclée. Après que les choses se soient calmées, Akio complimente en fait Arata pour avoir réussi à esquiver l'attaque, même si cela s'est produit par accident. Mira se joint à eux et lui dit de ne pas esquiver l'attaque afin que son corps puisse développer de la résistance grâce à la magie. Malgré le chaos, Akio et Mira encouragent tous deux Arata à continuer d'avancer et à trouver son propre style magique, puis ils reprennent bientôt l'entraînement intense. Au même moment, Lévi rappelle à tout le monde à l'infirmerie que le théma d'un mage est généralement l'opposé de sa personnalité, ce qui signifie que même si le théma de Liselotte est stagna, ce qui suggère la paresse, il est peu probable qu'elle reste inactive longtemps. Comme par hasard, les fenêtres volent soudain en éclats, confirmant que Liselotte est revenue plus tôt que prévu. À travers l'académie, des créatures d'ombre apparaissent et commencent à semer le chaos, plongeant les élèves dans la panique alors que les créatures drainent leur magie. 2 étudiantes sont attaquées et forcées d'entrer dans un mélange d'épices, mais avant que la situation n'empire, le directeur intervient et vainc facilement les créatures d'ombre, sauvant les filles sans même transpirer. Après avoir géré la menace immédiate, le directeur discute de la situation avec son assistant, plaisantant sur le fait que l'académie est vraiment en difficulté maintenant. Tandis que son assistant s'empresse d'aller sécuriser les couloirs, Liselotte apparaît soudainement devant le directeur, déclarant qu'elle va le vaincre. L'homme est un tel puceau certifié, tout comme toi, qu'il s'enthousiasme à cette idée, affirmant qu'aucune fille n'a jamais fait le premier pas avec lui auparavant. Elle ordonne aux créatures d'ombre d'attaquer, mais Biblia les élimine tranquillement et prend même Liselotte dans ses bras, tout en la réprimandant comme si elle était encore une élève ayant commis une erreur. Frustrée, Liselotte devient sérieuse et lie le directeur avec de la magie, mais à sa grande surprise, il se libère facilement en prononçant quelques mots, révélant ainsi qu'il peut utiliser des sorts sans geste et que sa puissance est d'un tout autre niveau. Alors que le directeur poursuit calmement sa leçon, Liselotte ne peut que rester là et admirer sa force écrasante lorsqu'un immense portail démoniaque apparaît soudainement derrière Maître Biblia, laissant entendre que les choses vont devenir encore plus folles.
Alors que Liselotte regarde, stupéfaite, l'incroyable spectacle qui s'offre à elle, Maître Biblia explique calmement que ce qu'elle voit est son grimoire, la porte de Salomon, une magie puissante que seuls ceux qui possèdent assez de force peuvent contempler, et que fixer trop longtemps ce portail peut rendre fou. Consciente du danger, Liselotte réduit rapidement sa puissance magique pour éviter de perdre la raison. Comme elle ne peut pas vaincre le directeur par la force, elle déploie les tours jumelles de la distraction et met fin à sa carrière, ce qui lui permet de poursuivre sa mission par la suite tout en essayant de garder son sang-froid. À l'extérieur du bâtiment, le directeur commente à quel point elle a grandi à plus d'un titre, tout en espérant silencieusement que le reste du groupe trouvera également sa propre voie pour devenir plus fort. Néanmoins, il la prévient en pensée que l'histoire a toujours montré que les mages maléfiques qui acquièrent trop de pouvoir sont inévitablement vaincus, et que sa voie pourrait ne pas être aussi facile qu'elle le croit. Pendant ce temps, Arata continue de s'entraîner dur avec la sécurité grimoire pour maîtriser la magie d'Akio, et bien qu'il sente déjà que Liselotte a agi, il est déterminé à ne pas se laisser distraire. Soudain, le manuscrit d'Astil surprend tout le monde en révélant qu'Arata a en réalité déjà terminé le processus pour copier mantra en chant, ce qui choque aussi bien Akio que Mira. En raison de la complexité du sort, le manuscrit d'Astil apparaît devant lui sous forme humaine afin d'aider Arata plus directement, s'assurant qu'il comprenne chaque étape nécessaire pour le maîtriser complètement. Au même moment, à l'infirmerie, les membres restants des Trinity Seven sentent une puissante énergie se diriger vers eux. C'est alors que Liselotte fait irruption dans la pièce mais se fait immédiatement piéger par l'un des pièges de Levi. Après quelques plaisanteries amicales, elle s'échappe sans grande difficulté et s'approche calmement de sa sœur affaiblie, Célina, lui demandant doucement comment elle va. Célina répond qu'elle va très mal à cause d'elle. Cependant, au lieu d'exiger des excuses, elle propose un concours pour régler leurs différends. Célina propose alors que si Arata parvient à la vaincre, elle devra revenir de leur côté, mais Liselotte avoue tristement qu'elle ne peut plus promettre une telle chose à cause de tout ce qu'elle a fait. Sans laisser à Célina le temps de réagir, Liselotte commence à se préparer à voler la magie de la jeune fille, lorsqu'un dragon surgit soudainement de nulle part et la mord, stupéfiant tout le monde dans la pièce. Le dragon se révèle être contrôlé par Arata, désormais complètement rétabli, qui exhibe sa nouvelle forme de magicien, améliorée aux côtés de son manuscrit d'Astil, qui se présente fièrement sous le nom de Sora. Alors qu'Arata se préparait pour le véritable combat, Sora en a profité pour démontrer correctement l'enchantement du mantra, expliquant qu'il est entièrement alimenté par la volonté du mage plutôt que par l'énergie magique brute, en faisant ainsi une véritable extension du cœur de chacun. Akio a alors enseigné à Arata le sort pour invoquer la magie, ce qui lui a fait vivre une vision intense d'un désert stérile où une jeune Akio, vêtue d'une tenue de nonne, prit silencieusement avec un doux sourire, rendant l'expérience encore plus déroutante pour lui. Lorsque Arata sortit de sa vision, il la vit s'effondrer d'épuisement, mais malgré ce revers, il sentit quelque chose s'éveiller en lui. Annonçant à tout le monde qu'il est prêt, Arata déclare avec assurance qu'il peut désormais utiliser l'enchantement de mantra et fonce sur Liselotte. Cependant, sa première tentative échoue, car il finit par lui retirer son armure scénaristique et expose sa poitrine. Alors que Liselotte et Lilith réprimandent Arata avec colère pour sa maladresse, le groupe plaisante en disant que Levi reste la seule parmi eux dont les attributs sont encore à l'abri de la magie d'Arata, ce qui détend l'atmosphère dans la pièce, ne serait-ce qu'un instant. Au milieu de tout cela, la magie de Liselotte redevient normale et elle prévoit d'embrasser Arata à nouveau pour aspirer toute sa magie. Sora demande alors à Arata de toucher sa poitrine et de lui voler son élément de seigneur démon. Mais alors qu'il se penche, Liselotte renforce sa magie et esquive habilement toutes les tentatives d'Arata. Même si Sora parvient à anticiper la plupart de ses mouvements, Arata n'arrive pas à suivre ses instructions. Heureusement, Arata parvient à se protéger de ses contre-attaques en utilisant l'enchantement mantra, prouvant ainsi que son entraînement n'a pas été vain. Voyant que la force brute ne fonctionnera pas, Liselotte décide de lancer la dernière marque de l'archive Isida, Balle-Pied. Un sort terrifiant qui fige le temps pour tout le monde sauf elle, Arata et Sora, lui donnant ainsi un immense avantage. Bien que Liselotte ne puisse pas interagir avec le monde figé autour d'elle, elle prévoit de profiter de l'occasion pour voler facilement la magie d'Arata pendant qu'il est sans défense. Cependant, Arata reste déterminé à sauver Ijiri quoi qu'il arrive. Remarquant les signaux subtils de Sora, il élabore un plan risqué et attire Liselotte pour qu'elle l'embrasse. Elle tombe dans le piège, mais elle sent soudainement sa magie devenir incontrôlable, réalisant trop tard qu'Arata avait caché un sceau d'enchantement de mantra dans sa bouche, une manœuvre brillante qui la laisse stupéfaite. Alors qu'elle lutte pour garder le contrôle, Sora félicite Arata pour sa rapidité d'esprit, mais se demande aussi ce qui lui a donné une volonté aussi forte, ce qui pousse Arata à expliquer qu'il a été inspiré par la vision de la jeune Akio, priant sans relâche avec le sourire malgré toutes ses souffrances. Ensuite, alors que la magie de Liselotte s'effondre enfin, Arata la réconforte doucement, lui disant que non seulement lui, mais aussi tous les autres souhaitent qu'elle revienne avec eux et qu'elle recommence à zéro. Malheureusement, Liselotte admet que, parce qu'elle a invoqué sa dernière crête, elle ne peut plus quitter le monde stagnant qu'elle a créé.
Arata lui demande sévèrement pourquoi elle a fait cela, mais elle répond qu'elle ne reste aucun regret, affirmant qu'elle a suivi cette voie au nom de la recherche, tout comme Hijiri autrefois. Alors qu'Arata est choquée, elle l'embrasse à nouveau et le remercie de se soucier autant d'elle. Liselotte commence alors le processus final pour transférer son élément à Arata, mais il refuse d'accepter cette issue et jure de trouver un moyen de la sauver, quoi qu'il en coûte. Au moment même où Arata crie sa détermination à sauver Liselotte, il se retrouve soudain dans le monde normal, en train de jouer avec les Onkadonka de Lilith, au grand désarroi de cette dernière. Pendant ce temps, de retour à l'infirmerie, les filles sont déçues en apprenant la situation de Liselotte, mais elles refusent de perdre espoir. Mira demande rapidement à Sora où en est Arata dans la maîtrise de l'art du logos nécessaire pour libérer Liselotte, et Sora affirme avec confiance qu'il est très proche d'y parvenir. En entendant cela, Mira ordonne à Selina d'aider Arata à terminer son entraînement afin qu'ils puissent, ensemble, sauver Liselotte avant qu'il ne soit trop tard. Encouragés par la décision de Mira, Selina et Arata promettent de faire équipe et de tout donner pour ramener sa sœur à la maison. Observant toute la scène, Maître Biblia observe silencieusement le groupe avec une expression satisfaite, notant le chemin parcouru et tout le potentiel qu'ils ont encore pour devenir plus forts. Cependant, son assistant arrive bientôt avec de graves nouvelles, rapportant qu'une autre académie de magie a été complètement détruite par un groupe dangereux connu sous le nom d'Iscario, laissant entendre que des défis encore plus sombres attendent Arata et les Trinity Seven. Au même moment, quelque part loin de l'académie, une silhouette solitaire marche silencieusement à travers les ruines d'une ville détruite. Plus tard, à la bibliothèque, Arata s'approche discrètement de Selina pour lui demander des explications sur une formule compliquée, tandis que Lilith les observe à courte distance. Arata trouve ensuite Levi assise seule dans la salle de classe et lui demande des conseils pour mieux concentrer son esprit lors de la pratique de la magie. Alors qu'il descend un couloir, Erin apparaît et commence à expliquer en détail à Arata l'un de ses runes. Ensuite, Arata demande à Yui quelle est la meilleure façon de récupérer efficacement sa magie, tandis que Lilith se tient dehors, écoutant à la porte avec un air inquiet. Lorsqu'Arata quitte enfin la pièce, Lilith lui demande s'il n'a pas une case en moins, car il travaille très dur ces derniers temps, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Plus tard, dans sa propre chambre, Arata s'assoit avec Lilith et lui explique qu'il a pris la décision de sauver Liselotte dès que possible, et que pour cela, il est déterminé à maîtriser la magie de l'art du logos, quoi qu'il arrive. Sora ajoute alors qu'Arata a déjà maîtrisé 2 des 3 étapes importantes nécessaires pour reproduire cette puissante magie. Mais Lilith semble encore plus inquiète en le prévenant que s'il perd le contrôle, il pourrait se transformer en un dangereux code d'E-Shadow. Sora dit qu'elle lui a déjà fait la même mise en garde, mais Arata reste déterminé et déclare qu'il ne perdra plus jamais personne, surtout maintenant que chaque pas qu'il fait le rapproche de sauver Hijiri. Avant que leur conversation ne puisse continuer, Arata et Lilith sont soudainement convoqués dans le bureau du directeur pour une réunion urgente. Arata, Lilith et Sora se dépêchent dans les couloirs. Mais à peine sont-ils arrivés qu'Arata heurte accidentellement Mira, et la seconde d'après, il se retrouve à fixer son usine à clapet. Il remarque qu'elle ne porte pas sa culotte de lapin aujourd'hui, ce qui lui vaut une sacrée raclée. Une fois le calme revenu, le directeur Biblia annonce sa décision de nommer Arata au poste d'assistant-chef de la sécurité du grimoire pour leur prochaine mission, avec Lilith chargée de le superviser. Bien que Mira proteste vivement contre la décision d'ajouter un loser ambulant à leur équipe, Biblia explique qu'Arata possède toutes les qualifications requises pour en faire partie. De plus, ils enquêtent sur la Royal Liber Magic Academy, qui a mystérieusement été anéantie, donc les pouvoirs d'Arata pourraient s'avérer utiles. Il ordonne alors aux filles de s'assurer qu'Arata soit parfaitement prêt avant le début de la mission. De retour dans sa chambre, Arata se prépare pour un cours particulier avec Lilith, qui rougit en disant qu'elle l'a amené ici et que c'est donc sa responsabilité. Sora plaisante en disant que Lilith va le laisser s'entraîner à donner des coups. Mais avant même qu'il ne commence, Levi, Selina, Erin et Yui arrivent tous, rendant Lilith encore plus agacée, car son rêve de recevoir des coups d'Arata est gâché. Néanmoins, Arata décide de profiter de l'occasion pour revoir les archives magiques de chaque membre des Trinity Seven afin de rafraîchir sa mémoire. Il fait remarquer que Levi vient de l'archive de l'envie, Yui appartient à l'archive de l'avarice, Erin est de la colère, Liselotte représente la paresse, Akio est liée à la gourmandise et Mira vient de l'archive de l'orgueil. Quand il s'agit de Lilith, elle hésite à révéler sa propre archive. Mais après qu'Arata la pousse, elle admet frénétiquement qu'elle appartient à l'archive de la luxure, ce qui fait rire tout le groupe et la taquiner. Arata dit qu'il aurait dû deviner car pour quelle autre raison aurait-elle un corps de modèle OnlyFans. Sora ajoute que Lilith peut lui apprendre toutes sortes de choses sur l'archive de la luxure, mais Lilith sort un bazooka et avertit Arata de garder son engin rangé. En poursuivant, Arata explique que chacun de leurs thèmes magiques reflète l'opposé de leur personnalité, ce qui explique pourquoi Levi travaille seul, Erin est toujours calme, et Lilith ne se met jamais à genoux comme ta mère. Finalement, Lilith parvient à lancer la véritable séance de tutorat et le groupe étudie ensemble jusqu'à la tombée de la nuit.
Plus tard dans la soirée, Lilith s'endort d'épuisement et Arata, après l'avoir couverte d'une couverture, s'allonge sur son lit pour se reposer pendant que Sora l'utilise comme chaise. Soudain, Akio et Mira arrivent et surprennent Arata et Sora dans ce qui ressemble à une position très compromettante, ce qui fait paniquer Mira. Il lui demande alors pourquoi elle est là, et Mira révèle qu'elle est venue pour s'assurer qu'il l'étudie au lieu de s'occuper de Lilith. Akio révèle que Mira avait peur de perdre sa virginité, alors elle lui a demandé de l'accompagner, ce qui agace beaucoup Mira. Poursuivant, Arata demande à Akio quel est le but des académies magiques comme Biblia. Akio explique que Biblia est l'une des 3 plus grandes écoles de magie existantes. Mais malheureusement, l'Académie Liber a été détruite à peu près au même moment où Lizelot a attaqué leur école. Sora confirme également que la destruction de l'Académie Liber semble fortement similaire à ce qui s'est passé lors de la disparition de Hijiri. Même ainsi, leur mission reste la même, enquêter sur le phénomène et détruire tout ce qui l'a causé. Le groupe prévoit d'utiliser un portail de téléportation pour s'y rendre demain, au grand enthousiasme croissant d'Arata. Ensuite, Sora plaisante en disant que la véritable raison pour laquelle Mira est venue ici était de marteler le joystick d'Arata, et Akio se joint à Sora pour la taquiner. À ce moment-là, un cafard saute sur Mira, la faisant paniquer et sauter sur Arata. Le bruit réveille Lilith, qui voit Mira en train de monter un cheval et fait exploser toute la pièce. Le lendemain, Arata et Lilith terminent leur dernière session d'études. Mais avant qu'il ne puisse se détendre, Lilith révèle qu'il lui reste encore une leçon importante à apprendre. Plus tard dans la journée, Arata se retrouve à se détendre dans une source chaude entourée de quelques filles, dont Yui, qui avait manqué la dernière fois qu'elles étaient venues ici. Alors qu'Arata profite de l'eau chaude, Lilith le rejoint à l'improviste et l'invite à la suivre pour quelque chose de spécial. Lilith conduit Arata à un endroit magnifique d'où ils peuvent admirer le coucher de soleil qui baigne toute la ville de couleurs orangées, expliquant que profiter du paysage est un excellent moyen de récupérer à la fois de l'énergie magique et de la force mentale, et que cela n'est surpassé que par une gâterie désordonnée d'une maman gothique plantureuse. Elle le félicite alors pour tous ses efforts, mais remarque qu'Arata est un peu distrait. Lorsqu'elle lui demande ce qui ne va pas, Arata avoue que voir Lilith debout devant le coucher de soleil lui donne envie de se branler toute la nuit, ce qui la met dans l'embarras. Les deux commencent à s'éclabousser et à jouer dans l'eau, profitant d'un rare moment de paix ensemble, tandis que les autres filles les observent en secret depuis les buissons. Cependant, alors que tout semble parfait, Sora lance malicieusement une petite feuille qui atterrit parfaitement sur l'armure scénaristique de Lilith, la faisant glisser et déployer ses airbags. Gênée et furieuse, Lilith riposte en poursuivant Arata dans l'eau, tandis que les autres peinent à ne pas éclater de rire. Le lendemain matin, Maître Biblia réunit Arata et les filles à la porte de téléportation, où il leur souhaite bonne chance avant de lancer le sort de transport. Cependant, quelque chose tourne mal pendant le processus. Ils ressentent tous une forte interférence et la machine commence à bugger et à produire des étincelles. Malgré le danger, ils décident d'avancer quand même, faisant confiance au directeur pour réparer la situation si nécessaire. Une lumière éclatante les engloutit et Arata se retrouve téléporté avec Sora tandis que Mira est inconsciente dans ses bras. Sora remarque que, bien que la téléportation semble avoir fonctionné, la magie de l'endroit lui paraît étrangement familière, presque comme sa propre magie de création de monde. Mira se réveille bientôt et, après avoir soigneusement observé les environs, elle confirme qu'ils sont bien arrivés à la Liber Academy bien qu'elle soit censée avoir été détruite. Avant qu'ils ne puissent enquêter davantage, une silhouette familière apparaît devant eux, et Arata n'en croit pas ses yeux en voyant ce qui semble être Hijiri debout devant eux. Cependant, Mira devient instantanément méfiante et lance rapidement un sort d'attaque sur la nouvelle venue, l'accusant d'être une impostrice. Même si Arata tente de l'arrêter, Sora le rassure calmement en lui disant que l'instinct de Mira est probablement juste. La fausse Hijiri bloque facilement l'attaque de Mira, et réalisant que sa véritable identité est sur le point d'être dévoilée, elle se retire rapidement dans l'ombre avant qu'Arata ne puisse l'affronter. Après la disparition de la soi-disant Hijiri, Sora revient vers Arata et explique calmement que la personne qu'ils ont vue n'était pas la véritable Hijiri, mais le fragment Ilias, un grimoire qui a parfaitement copié les souvenirs et l'apparence de Hijiri pour servir de doublure pendant l'absence de la véritable. Avant qu'Arata ne puisse vraiment réagir à cette nouvelle choquante, Mira intervient rapidement, insistant sur le fait qu'elle mènera l'enquête seule afin qu'Arata puisse se concentrer sur la recherche de Hijiri lui-même. Arata demande discrètement à Sora si elle a l'air contrariée, et Sora taquine Mira en suggérant qu'elle est peut-être simplement jalouse. Alors qu'ils continuent d'errer dans les couloirs étrangement silencieux de l'académie, Arata commence à se demander si le monde qui les entoure n'est qu'une simple reconstruction factice. Sora, cependant, le corrige rapidement, expliquant qu'ils sont piégés dans un espace scellé, isolé du monde réel par une puissante barrière qui déforme le flux de magie et transforme l'environnement en une dimension alternative. Avant qu'ils ne puissent avancer davantage, un groupe de démons surgit de nulle part et se précipite vers eux sans prévenir. Mira s'avance avec assurance, prête à les anéantir grâce à sa magie, mais au moment où elle lance son sort, sa protection scénaristique disparaît, ne laissant derrière elle que quelques spoilers.
Agissant rapidement, Arata tend sa veste à Mira pour qu'elle puisse se couvrir, et Sora, analysant la situation critique, conclut qu'à l'intérieur de cette barrière, le mode Magus a été désactivé, rendant la magie peu fiable et instable. Comme le corps de Sora est composé de pure magie, elle reste indemne. Elle dit donc à Arata et Mira de s'enfuir pendant qu'elle s'occupe elle-même des démons. Arata porte alors une Mira timide et s'enfuit, permettant à Sora de commencer son combat. À ce moment-là, la fausse Hijiri réapparaît soudainement, et les deux grimoires échangent de brèves salutations avant de se préparer à s'affronter à nouveau. Pendant ce temps, Arata et Mira se réfugient plus profondément dans l'académie, trouvant une salle de classe vide où ils peuvent reprendre leur souffle. Mira emprunte la chemise d'Arata pour couvrir sa poitrine, et une fois installés, ils commencent à discuter de leur prochaine action. Mira fait remarquer que plutôt que de vaincre l'ennemi, détruire le noyau de la barrière serait le moyen le plus rapide de s'échapper. Ils en déduisent que le noyau se trouverait très probablement soit au centre, soit à la périphérie de l'académie. Décidant que le centre est le meilleur endroit pour commencer, Arata propose d'y aller seule afin que Mira puisse se reposer. Mais elle refuse, insistant pour l'accompagner puisqu'il ne connaît pas la disposition de l'école aussi bien qu'elle. Au même moment, Sora continue d'éliminer les ombres avec facilité, réalisant bientôt que ses ennemis ne sont pas de vraies personnes, mais seulement des pantins vides créés à partir des vestiges des anciens élèves de l'académie. Hijiri réapparaît pour expliquer que les ombres ne signifient rien et qu'elles sont là uniquement pour les ralentir. Sora, désireuse d'en finir rapidement avec le combat, lance un sort puissant mais tombe directement dans un piège tendu par le fragment d'Ilias qui la capture avec un sort de liaison, la rendant incapable d'agir. Souriant devant sa victoire, Hijiri décide qu'il est temps de s'occuper personnellement d'Arata. De retour à la haute tour de l'horloge, Arata et Mira arrivent, convaincus que le cœur de la barrière est caché quelque part à l'intérieur. Comme Mira porte toujours la chemise trop grande d'Arata, qui risquerait de dévoiler sa poitrine plate, Arata lui propose de monter l'échelle en premier. Cependant, comme il pourrait y avoir des pièges plus hauts, il décide qu'il vaudrait mieux la porter jusqu'en haut de la tour, afin qu'elle puisse se concentrer sur la détection des pièges sans avoir à s'inquiéter de perdre sa virginité. Alors qu'il monte lentement, Arata engage la conversation de façon décontractée et demande à Mira pourquoi elle a choisi de rejoindre Grimoire Security. Mira explique que sa puissante magie et son théma, Justicia, faisaient d'elle une candidate idéale. Arata s'amuse à se demander si elle était une faiseuse de troubles, puisque le théma représente généralement ce avec quoi un mage a le plus de difficultés. Ces taquineries ravivent de vieux souvenirs chez Mira, qui se remémore silencieusement ses débuts à l'académie. Par le passé, Mira gardait toujours ses distances avec ses camarades, trop effrayée à l'idée de blesser quelqu'un accidentellement à cause de sa magie débordante. Bien que de nombreux élèves sympathiques aient essayé de l'approcher, Mira trouvait toujours des excuses pour s'éclipser, car elle avait développé une anxiété sociale à force de regarder des résumés d'animes toute la journée. Ce n'est que lorsqu'Akio, un membre des Trinity Seven, l'a abordé un jour pour lui demander de l'aide dans ses recherches magiques que Mira a commencé à s'ouvrir peu à peu. Akio traitait les pouvoirs de Mira avec naturel, sans peur ni hésitation, et l'a progressivement intégrée à des activités où elles passaient plus de temps ensemble, forgeant ainsi une véritable amitié. Un matin, alors qu'elle expérimentait seule un sort difficile, Mira perdit le contrôle de sa magie et finit inconsciente dans une salle de classe vide. C'est Akio qui la trouva et la mit en sécurité, l'encourageant par la suite à ne plus craindre ses capacités mais à en être fière. Ce petit moment laissa une profonde impression à Mira, l'inspirant à travailler plus dur et à croire en elle. Revenant brusquement au présent, Mira se sent un peu embarrassée d'avoir autant révélé sur son passé à Arata, mais Arata lui sourit simplement et la rassure, heureux d'avoir appris à mieux la connaître alors qu'ils poursuivent leur ascension vers le sommet. Lorsqu'elles atteignent enfin le toit, elles trouvent Sora piégée dans une cage magique, avec la fausse Hijiri qui les attend sur place. Le fragment d'Ilias révèle qu'elle a l'intention d'éliminer Mira et de vivre avec Arata à l'intérieur de la barrière jusqu'à ce que la véritable Hijiri ait fini de détruire le monde. Alors que des ombres s'élèvent à nouveau pour les entourer, Sora contacte secrètement Arata, le pressant de gagner du temps afin qu'elle puisse trouver un moyen de détruire le noyau de l'intérieur. Faisant confiance au jugement de Sora, Arata propose calmement un marché en demandant à la fausse Hijiri de libérer Mira, tandis qu'il accepte de rester avec elle. À la surprise d'Arata et de Mira, le fragment d'Ilias accepte, même si Mira proteste vivement contre l'idée de le laisser seul. Au cours de cette conversation tendue, Arata interroge Hijiri sur ses véritables objectifs, et elle révèle les plans d'Hijiri pour détruire le monde ainsi que toutes les faussetés qui s'y trouvent. Alors que la situation semblait pouvoir s'arranger, le fragment d'Ilias invoque soudainement davantage d'ombre et avoue qu'elle n'a jamais eu l'intention de laisser Mira s'échapper. Elle explique froidement que la seule façon de quitter la barrière est la mort, et lorsque Arata tente désespérément de l'atteindre, il se retrouve complètement impuissant, ligoté par la magie d'Hijiri. Pour enfoncer le clou, la fausse Hijiri révèle également qu'elle savait que Sora communiquait secrètement avec lui et commence à drainer la magie de Sora pour renforcer encore davantage sa barrière. Voir Mira et Sora souffrir emplit Arata d'une rage et d'une frustration incontrôlables.
Serrant les dents, il crie à Ilias que son vrai bonheur vient de rire et de vivre librement avec ses amis, et non d'être piégé dans ce monde factice et tordu. Alors que ses émotions débordent, une énergie sombre et terrifiante commence à jaillir de lui, ébranlant toute la tour. Sora supplie Arata d'arrêter, mais le fragment d'Ilias reste figé, sous le choc, alors que le pouvoir caché d'Arata s'éveille enfin. Sous ses yeux, le véritable Seigneur Démon émerge, et l'Astral Trinity prend forme. À l'apparition de l'Astral Trinity, sa puissance écrasante brise instantanément la magie d'Ilias, révélant sa véritable apparence et libérant Sora de la prison magique. Mais sa seule présence provoque l'effondrement du monde autour d'eux, alors qu'il déclenche un phénomène de rupture qui commence à déchirer l'espace rien que pour affirmer sa domination. Mira remarque que sa magie lui revient, et Sora explique que c'est parce qu'Astral Trinity règne désormais sur ce monde et en a réécrit les lois. Mira se souvient de la conversation précédente avec Arata et décide de l'arrêter avant qu'il ne se perde lui-même. Sora la rejoint dans sa tentative, mais Astral Trinity utilise ses pouvoirs anti-magie pour déchirer leur armure scénaristique et les écarter en quelques secondes. Astral porte alors son attention sur Mira, attirée par son potentiel, et lui ordonne de s'agenouiller comme ta mère, comme si elle lui appartenait. Lorsqu'il tente soudainement de l'embrasser, Mira le gifle en pleine figure, non pas par peur, mais parce qu'elle croit encore en Arata. Ce simple geste déstabilise Astral, et Sora profite rapidement de l'occasion pour sceller son pouvoir et ramener Arata à la normale. Avec Arata redevenu lui-même, la situation se calme, mais il reste piégé à l'intérieur de la barrière, désormais instable et dangereuse à cause des dégâts causés par l'énergie d'Astral. Arata se relève et demande calmement à Ilias de les accompagner dans le monde réel, lui rappelant qu'elle a pris soin de lui à la place d'Ijiri, même si ses méthodes étaient mauvaises. C'est pour cette raison qu'il veut lui montrer son épée de gratitude, ce qui la fait rougir. Ilias, qui contrôlait autrefois cet espace, admet qu'elle a perdu le contrôle de la barrière à cause du phénomène de désintégration. Arata est presque fier de lui d'être aussi fort, et Ilias ne comprend pas comment il peut agir aussi décontracté alors que le monde s'effondre autour d'eux. Il répond « Je ne suis pas en danger, je suis le danger ». Ilias, touché par ces paroles, accepte d'aider et avec son soutien, l'équipe canalise sa magie pour détruire le monde brisé autour d'eux et s'échapper de la dimension en train de s'effondrer. Leur plan fonctionne et ils retournent sains et saufs dans le monde réel où ils retrouvent Lilith et Akio. Arata s'effondre immédiatement sur Lilith et Mira explique qu'il est épuisé d'avoir utilisé ses pouvoirs de Seigneur Démon. Akio demande alors à Mira pourquoi elle s'intéresse autant à Arata, mais elle rougit et nie le fait qu'elle veuille secrètement sauter sur son joystick. Alors qu'Akio porte Mira sur son dos, Lilith remarque qu'Arata possède désormais 2 grimoires, ce qui éveille sa curiosité. En partant, un groupe caché les observe et parmi eux se tient Ijiri. Elle regarde Arata de loin et admet silencieusement pour elle-même qu'ils sont désormais devenus ennemis. Plus tard dans la journée, alors qu'elles se reposent dans leur abri, les filles commencent à discuter de la transformation d'Arata en Astral Trinity et Mira explique que c'était absolument terrifiant. Lorsque Mira dit qu'aucune d'entre elles n'est assez forte pour l'affronter sous cette forme, Akio soulève une préoccupation sérieuse, affirmant qu'elle pourrait devoir l'éliminer si le Seigneur Démon en lui venait à reprendre totalement le contrôle. Cependant, Mira rejette immédiatement cette idée, lui rappelant qu'Arata reste lui-même et qu'il n'est pas le même que le Seigneur Démon. Bien que Lilith et elle veuillent toutes les deux goûter à son paf, elle continue de le nier, ce qui amuse Akio. Elle change alors de sujet pour parler de Ijiri, qui semble être derrière tout cela. Sa connexion avec Arata et sa puissance en tant que magicienne font désormais d'elle leur ennemie la plus dangereuse. Après le départ des filles, Arata se réveille et trouve Ijiri devant lui. Et pendant un instant, il a l'impression que rien n'a changé. Il se sourit, heureux d'être réunis, et Arata s'excuse auprès d'elle de ne pas avoir pu la sauver. Cependant, Ijiri s'émeut parce qu'il traverse tout ça juste pour lui donner une tape sur le minou. Même s'ils sont heureux, au fond d'eux, ils savent tous les deux que la situation a changé. Ijiri ne perd pas de temps et tente de l'attaquer, mais Arata est déjà prêt à cette éventualité. Lilith intervient rapidement pour protéger Arata et devine correctement que Ijiri possède désormais un élément de Seigneur Démon. Ijiri le confirme, disant qu'elle est devenue une candidate tout comme Arata et que cela lui permet une transformation bien plus puissante que le mode Magnus. Ijiri se transforme alors en sa forme démoniaque, se faisant appeler Satan et révèle qu'elle a maîtrisé 3 thémas et est devenue la Trinité, ce qui la rend encore plus dangereuse. Lilith est horrifiée et enfonce sa poitrine contre le visage d'Arata pour le protéger de ce qui va arriver. Au moment même où elle commence à lancer un puissant sort, Erin apparaît soudainement et bloque son attaque. Elle révèle qu'elle a entendu son cri et a déformé le temps et l'espace pour venir ici aussi vite qu'elle a pu. Elle n'a réussi à le faire que parce qu'elle le considère comme son mari, et cela lui a aussi permis d'invoquer la lance démoniaque Gaibolg qui neutralise la magie. Akio et Mira arrivent également peu après, aidant à rééquilibrer les forces. Face à la pleine puissance des Trinity Seven, Ijiri décide de battre en retraite pour l'instant, mais pas avant de les avertir que son groupe, Iscariote, va bientôt détruire la Royal Biblia Academy puisque la plupart des Trinity Seven ne sont pas là pour la défendre.
Après sa disparition, le groupe décide immédiatement de retourner à l'académie pour aider Levi et Yui. Arata, désormais plus déterminé que jamais, se promet qu'il sauvera Ijiri, peu importe jusqu'où elle est tombée. Et alors qu'il rentre, une mystérieuse jeune fille observe silencieusement d'en haut, fixant l'académie endommagée comme si elle s'apprêtait à tout détruire autour d'elle. Peu de temps après, elle commence à attaquer la Royal Biblia Academy, plongeant tout l'endroit dans le chaos alors que la destruction s'abat d'en haut. Levi s'avance rapidement pour l'affronter et réalise qu'elle connaît l'assaillante, l'appelant par le nom de Lug. Cependant, Levi est encore blessé de son précédent combat contre Lizelot et ne peut se battre correctement qu'avec une seule main valide. Lorsque Lug la complimente, elle affirme avec audace qu'elle est la 3e mage la plus puissante du monde, ce qui implique que Lug elle-même est la 2e. Pour rendre le combat plus intéressant, Lug propose de n'utiliser qu'une seule main. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le directeur sort tranquillement, agitant un drapeau comme un modérateur Discord bedonnant à une convention d'anime. Levi lui demande s'il compte affronter Lug, mais il révèle que sa cible est la fille Emo, qui se tient juste derrière elle. Alors que la tension monte, Yui contacte Levi par magie, lui assurant que tous les élèves sont en sécurité dans son monde onirique afin qu'elle puisse se concentrer pleinement sur son combat sans se soucier de personne d'autre. En entendant cela, le directeur dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour le bâtiment de l'école, car il peut le réparer avec de la magie. Levi ramasse alors calmement une feuille, siffle dedans et dit qu'elle appelle du renfort au cas où elle mourrait là-bas. Lug dit que ça ne l'aidera pas, mais avec un sourire confiant, elle invoque un vent puissant et lance le Shadow Clone Jutsu, se déplaçant si vite que même Lug a du mal à les suivre. En un clin d'œil, Levi parvient à porter un coup et laisse une fine entaille sur le cou de Lug. L'attaque, bien que minime, prouve que Levi ne compte pas abandonner. Mais Lug en a fini de jouer, et elle sort ses 2 katanas, tranchant l'air et frappant Levi 2 fois avec une vitesse incroyable. Les élèves, qui observent toujours à travers le monde onirique de Yui, poussent un cri de surprise en voyant le sang couler de Levi. En voyant cela, Yui devient émotionnellement instable, et son monde magique commence à trembler, ce qui fait presque s'effondrer l'univers. Selina intervient et dit à Yui de se calmer avant que sa panique ne mette tout le monde en danger à l'intérieur du rêve. Pendant ce temps, malgré le sang qu'elle recrache, Levi se redresse, ajuste son écharpe comme si de rien n'était, et décide de se donner à fond. Elle libère sa magie la plus puissante, déclenchant un tourbillon violent qui dissimule sa présence et déroute Lug. Au début, Lug semble peu impressionné, pensant que la tempête de vent n'est qu'une distraction tape à l'œil pour permettre à Levi de l'attaquer de tous les côtés. Jugeant sa technique comme une supercherie, elle la tranche facilement pour découvrir que Levi a complètement disparu. La fille derrière elle révèle que Levi a profité de la confusion pour battre en retraite et qu'elle se remet maintenant en toute sécurité sous la protection du directeur. Il révèle qu'il a placé une barrière autour de l'école mais qu'elle ne tiendra pas longtemps. Il félicite également Levi pour l'avoir bluffé avec sa dernière technique et maintenant il ne reste plus qu'à Arata et aux autres de revenir. Au même moment, Arata et le reste des filles se retrouvent coincés après que le dispositif de téléportation se soit cassé. Lilith s'avance et dit qu'elle pourrait être capable de le réparer, mais que cela va être difficile et nécessitera que toutes travaillent ensemble. Pendant ce temps, Lug s'engage dans les couloirs et est immédiatement attaqué par Levi, qui révèle que ses 2 mains sont guéries grâce à la magie du directeur. Sa force revenant, elle sort un ensemble de fils magiques et tend un piège autour de Lug, formant une toile, aussi tranchants et serrés que le moindre mouvement la découperait comme un steak. Mais Lug en a assez de ses tours et s'entoure d'épées flottantes qui tranchent les fils comme du papier. Elle révèle qu'elle est elle aussi devenue candidate au titre de seigneur démon en maîtrisant 3 thémas, ce qui impressionne le directeur. D'un geste rapide, elle poignarde Levi et la laisse s'effondrer au sol, saignant abondamment. Cette fois, Yui s'effondre complètement, incapable de rester calme après avoir vu Levi blessé à nouveau. Son monde onirique devient instable, menaçant de s'effondrer complètement. À travers ses larmes, elle dit qu'elle ne peut pas rester là sans rien faire et laisser Levi se battre seul. Selina essaie de l'arrêter, mais finit par dire qu'elle ira à sa place, permettant ainsi à Yui de rester en arrière pour maintenir le monde des rêves. Yui n'aime pas cette idée, mais Selina la rassure en lui disant qu'elle a assez appris de sa sœur pour se débrouiller seule. D'un signe de tête, Selina se précipite dans la bataille et utilise son appareil photo pour prendre un cliché de Lug, l'enfermant dans un ruban magique qui l'empêche de bouger ou d'utiliser sa magie. Pendant qu'elle est immobilisée, Selina commence à aider Levi, mais la victoire est de courte durée car Lug se libère rapidement des liens et émet une lumière puissante. L'explosion qui s'ensuit est énorme, projetant les 2 au sol et laissant derrière elle un large cratère. Alors que Levi est toujours à terre, Lug se prépare à affronter le directeur mais juste avant qu'elle n'agisse, Lizelot apparaît soudainement. Elle a été invoquée à travers le corps de Selina. Selina a utilisé une astuce photographique plus puissante pour échanger sa place avec sa jumelle et figer le temps. Juste assez longtemps pour sortir Lizelot du monde où elle était piégée. Désormais réunies, les sœurs unissent leurs forces et prennent Lug pour cible. Selina fige Lug sur place, gagnant du temps pour que Lizelot puisse attaquer.
Mais Lug sacrifie l'une de ses épées pour se libérer et évite d'être à nouveau piégée par l'appareil photo. Malgré tout, elle vient de tomber dans un autre piège, car tout cela n'était qu'une mise en scène pour gagner du temps jusqu'à ce que Levi puisse se relever. Et lorsqu'elle y parvient, la reine ninja ne perd pas une seconde, fonce et porte un coup net, ralentissant Lug avec une profonde entaille. Et montrant clairement que la situation a basculé, Lug chancelle et semble sur le point de battre en retraite, mais à la dernière seconde, elle ouvre plutôt un portail et appelle Hijiri à la rescousse. Hijiri traverse le portail et croise le regard de Liselot, lui rappelant qu'elle est censée être de leur côté. Mais Liselot lui répond calmement qu'Arata lui a sauvé la vie et qu'elle lui doit désormais tout. Juste au moment où la situation est sur le point d'exploser, Hijiri crée un portail dans le toit et décide d'en finir avec les Trinity Seven en un seul endroit. Peu après, Arata tombe soudainement à travers le portail et Lug se retrouve à recevoir une attention toute particulière de la part d'Arata. Il est suivi par le reste des filles, l'une après l'autre, et les 7 membres de la Trinity Seven sont maintenant réunis au même endroit, prêtes à affronter Hijiri et Lug. Avant que le combat contre Hijiri ne commence, Arata dit aux autres filles qu'il veut ramener Hijiri de leur côté, parce qu'au fond, il a toujours envie de la baiser si fort qu'elle marcherait de travers pendant une semaine. Liselot salue alors Arata, et au début il la prend pour Selina. Mais en y regardant de plus près, il se souvient que Selina est aussi plate que Sakura et que cette fille plantureuse avec des seins juteux est clairement Liselot. Alors qu'ils discutent, Lug reproche à Arata de l'avoir tripotée il y a à peine quelques minutes, pour maintenant faire comme si elle n'existait même pas. Hijiri plaisante en disant qu'Arata a plus de nanas que Gengis Khan et qu'il ne dira jamais non à plus de filles dans son harem. Juste après, Arata active ses grimoires et demande aux autres filles d'en faire autant. Car il sait que ce combat va devenir totalement déchaîné. Alors que le directeur regarde le chaos se dérouler, la femme à capuche qui l'accompagne se révèle finalement être la directrice de l'académie Libra, celle d'où viennent Hijiri et Lug. Ils sont tous les deux d'accord sur le fait que si 2 personnes de leur niveau se battaient réellement dans l'enceinte de l'école, ce serait comme Sakura contre Gojo. Alors, au lieu de se jeter dans le pétrin, il s'assoit et décide de laisser les étudiants se battre tout en pariant sur qui va gagner. Hijiri lance la première attaque et envoie de l'énergie noire à travers des cercles magiques. Mais Mira intervient avec son cristal et fait éclater le tout. Elle explique qu'elle a étudié le style d'attaque de Hijiri depuis un moment déjà, donc elle sait déjà comment briser ses sorts avant qu'ils n'atteignent leur cible. Alors que l'attention de Hijiri est fixée sur Mira, Levi tente silencieusement de se glisser derrière elle pour lui porter un coup. Mais Lug intervient pour l'arrêter, seulement pour qu'Akio bloque l'attaque de Lug d'un coup de pied puissant qui brise son épée. Tout cela grâce à sa combinaison avec la projection magique de Yui. Voyant une ouverture, Levi et Liselot foncent sur Hijiri à toute vitesse. Mais Hijiri les bloque instantanément avec d'autres cercles magiques et commence à se vanter de sa puissance et de son caractère exceptionnel. À ce moment-là, Mira s'avance et dit qu'elle a déjà vu cette magie auparavant et que ce ne sera pas difficile d'y faire face. Liselot et Levi disent qu'ils vont créer une diversion pour qu'Arata puisse s'approcher, puis ils chargent à nouveau. Hijiri comprend déjà ce qu'ils essaient de faire, alors elle concentre son attaque directement sur Harin pour contrecarrer leur plan. Tout l'endroit tremble sous l'impact, mais la véritable surprise, c'est qu'Harin n'était même pas celle qui se tenait là, car Akio et Levi ont échangé leur place avec elle à la dernière seconde. Harin tombe du ciel et frappe la barrière avec un rayon gigantesque, et après avoir tout donné, elle parvient enfin à la briser. Cela ouvre la voie à Arata et Lilith, qui s'avancent ensemble et invoquent un dragon fait de pure magie qui rugit en fonçant sur Hijiri. Elle fait preuve de confiance et tente d'abord de le bloquer à main nue, mais la puissance est bien trop grande, et elle finit par être submergée. Sa magie s'effondre et elle s'écroule au sol, inconsciente. Arata se précipite immédiatement à ses côtés, et elle se réveille lentement, admettant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il récupère sa magie aussi vite après son récent combat. Après cela, elle lui raconte ce qui lui est arrivé après le début de l'apocalypse. Elle explique qu'elle a été aspirée dans un autre monde à cause de son phénomène de rupture, et qu'en errant, elle y a aussi trouvé Arata, alors elle a fait semblant d'être sa cousine puisque ses parents étaient déjà partis. Avant de disparaître complètement, elle a eu une vision du futur, où Arata et ses amis deviennent de plus en plus puissants, jusqu'à ce qu'ils finissent par détruire accidentellement monde après monde. Elle explique que cela continuera à se produire dans un cycle sans fin, et que pour empêcher cela, un autre démon, le Seigneur, est censé se lever et tous les anéantir. Hijiri dit qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'Arata meure de cette façon. Elle a donc décidé qu'il valait mieux qu'elle devienne elle-même le Seigneur démon et qu'elle prenne cette douleur sur elle. Après avoir entendu tout cela, Arata lui dit doucement qu'elle n'a plus besoin de s'inquiéter. Parce qu'il a maintenant le pouvoir de protéger le monde lui-même, quoi qu'il arrive. Alors qu'elle l'écoute, Hijiri commence à disparaître et lui dit de ne pas être triste, puisqu'elle n'est rien de plus qu'une âme errante coincée entre 2 mondes et que son vrai corps a disparu depuis longtemps. Elle se transforme lentement en une gemme lumineuse et sa directrice s'avance pour la prendre.
Elle assure à Arata que Hijiri n'est pas encore morte et qu'elle sera formée jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'affronter à nouveau un jour. Arata lui fait promettre qu'elle prendra soin de Hijiri, ce qui la rassure puisque Hijiri a juré de le vaincre lorsqu'il deviendra le seigneur des démons. Une fois que tout s'est calmé, Lilith emmène Arata se promener en ville et lui demande de l'inviter à déjeuner, juste pour l'aider à penser à autre chose. Alors qu'ils entrent dans le restaurant, ils ne se rendent pas compte que les autres filles les espionnent toutes, espérant que Lilith va enfin perdre sa virginité. À l'intérieur, ils découvrent que Mira travaille là comme serveuse, et Kakio est en cuisine en tant que chef. Ils traînent ensemble et savourent la nourriture, se détendant pour la première fois depuis un moment alors que le soleil commence à se coucher. Arata remercie Lilith pour la journée, réalisant qu'elle avait tout organisé pour lui remonter le moral après ce qui s'est passé avec Hijiri. Elle lui dit que tout le groupe tient à lui parce qu'il les traite avec gentillesse et respect, alors qu'il pourrait facilement les dominer en tant que seigneur démon. Alors qu'il s'approche, Lilith commence à paniquer, pensant qu'elle va perdre à nouveau sa première fois. Assise sur un banc en bois, cependant, il sort une amulette à la place, la lui donnant pour la protéger de la magie noire. Même s'il sait qu'elle n'a pas besoin de protection, il veut quand même lui montrer qu'il tient à elle afin qu'elle puisse continuer à lui enseigner. Lilith est touchée et le remercie, mais ce moment paisible est gâché, quand une par une, toutes les autres filles sortent de leur cachette et les rejoignent pour le déjeuner. C'est tout pour ce résumé, laissez un like et prouvez que vous êtes allé jusqu'au bout en écrivant « j'aime les pieds ». Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.